Ok, donc dans le cours précédent, nous avons fait une petite introduction à animation, pourquoi utiliser les dynamiques, etc., etc. Et puis nous avons aussi dit que Houdini renferme l'armada le plus complet en ce qui concerne les outils dynamiques par rapport à un certain nombre, sinon tous les logiciels disponibles pour le public. Et donc je vais ici, nous allons ici voir comment, ou bien tous ces objets dont je parle. Maintenant, j'aurais pu créer ces objets et puis avoir juste les objets là et puis vous montrer les objets déjà faits, mais je préfère les créer pendant que vous les voyez, parce que aussi ça fait partie de la routine de faire ces choses. Et puis on acquiert un certain nombre d'habitudes comme ça en voyant faire. Donc premièrement et par défaut, quand on parle de dynamique, on pense d'abord au corps rigide, rigid body objects, qui est voilà un objet qui se comporte, je sais pas, la majeure partie des objets dans notre environnement sont solides. Je pense à une boîte, je pense à un stylo, je pense à, je sais pas moi, un téléphone. En général, ces objets vont se comporter comme des corps solides. Donc pour cela, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement un objet dans Houdini, et puis on vient dans le shelf de Rigid Body Objects, Rigid Bodies, et puis on clique là pour créer un Rigid Body Object. Maintenant, dans les cours précédents, vous avez peut-être remarqué que je n'utilisais pas beaucoup le shelf, mais quand on arrive aux objets ou aux animations dynamiques, il est fortement recommandé d'utiliser le shelf autant que faire se peut, parce que ça peut vous faire gagner énormément de temps. Il n'est pas forcément question d'être pro ou de s'y connaître ou pas, mais principalement question de gagner en temps. Parce que je veux dire, quand je clique là, par exemple, pour transformer cet objet, ok, Houdini place un certain nombre de nodes. Il place 3 ici pour moi, il place 4, et puis il place encore 6. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 11 nodes qui sont placés pour moi, que j'aurais dû les placer moi-même, peut-être pas, je veux dire, peut-être pas ces deux-là, mais j'aurais dû placer ces nodes-là moi-même et ça m'aurait pris un certain nombre de temps. En plus, non seulement de les placer, mais aussi d'écrire ces paramètres dans chacun de ces nodes, ça m'aurait pris du temps, etc., etc., etc. Alors qu'en cliquant là, ces choses-là sont automatiquement faites pour moi. En plus, il y a des simulations où il suffit d'oublier de cliquer quelque chose aussi petit que celui-ci pour que le truc ne se passe pas comme on s'y attend. Alors qu'en cliquant un Shelf Tool pour ceux qui existent, on a la possibilité d'avoir tous ces petits détails-là automatiquement paramétrés pour soi. Et donc, on gagne énormément en temps. Donc, il est recommandé d'utiliser ces Shelf Tools autant que possible pour ceux qui existent, parce que ça fait gagner en temps. Et que aussi, ça permet de gagner en temps de deux façons. Un, les nodes qu'on place, ensuite des paramètres qui sont automatiquement paramétrés pour nous. Donc, je viens de créer un Rigid Body Object. Et comment ça se passe quand on crée un objet en général? Ok, c'est que Houdini vient et il place, ou bien si on choisit de le faire soi-même, on place un certain nombre de nodes. Et puis regardez ce node-ci, le DOP import, il est très important. Parce que ce qui est fait ici, c'est que Houdini prend ce cube, ok, il met un certain nombre de paramètres là. Ces nodes-là sont parfois indispensables, parfois pas. Ok, si je les supprime, il n'y aura rien de grave. Mais le plus important des deux ici, c'est ce node-ci. Et Houdini crée aussi un AutoDOP Network ou un DOP Network ou un Dynamics Operator Network, comme il le met ici, un Dynamic Operator Network. Et puis à l'intérieur, Houdini place ce node qui va chercher le DOP import que je viens de montrer tout à l'heure dans cet objet, ok, dans mon box object 1, je peux changer ça en box, ok, bon, box. Donc je peux changer ça en box. Et ce qui est bien, c'est que même comme j'ai changé ce nom, ok, ce node-là qui le référençait a automatiquement changé aussi le nom. J'ai pas besoin de le faire là et de le faire ici. Ce sont ces petites choses qui parfois rendent la vie d'un animateur beaucoup plus agréable, parce que Houdini en fait a un système de référencement automatique interne des nodes qui ne se base pas uniquement sur les noms
tels qu'on les voit, mais sur des identités internes. Donc à chaque fois qu'on change un nom, ok, il va se référencer à l'identité de l'objet pour faire les modifications nécessaires. Donc ce box et ce doc import one et donc Houdini, le script en fait, parce que c'est un script qui s'exécute, le script on peut le voir, ok. Si on dit Edit Tools, on peut aller sur Script. C'est en fait ce script qui est automatiquement exécuté quand je clique là-dessus pour créer l'objet que vous voyez. Et puis, on peut créer pour soi-même, ok? On peut créer pour soi-même en Python. Donc, Houdini crée cet objet pour moi. Et il met ce paramètre, il dit ok, va chercher le DOP import one et puis prend la première entrée de ce node là. Je crois pas que nous ayons vu les expressions, mais ça c'est une expression que Houdini met là pour référencer l'objet. Je peux le faire moi-même, ok, ça ne changera pas grand chose. Donc c'est-à-dire que je peux faire ça. Je dis écoute, j'ai besoin de ce DOP import one. Là, ça path, bon, peut-être pas ça, je devrais plutôt faire quelque chose comme ça. Si je viens là, je fais null, voilà. Donc je devrais plutôt faire quelque chose comme ça. Je prends le null là. Donc c'est plus ou moins la même chose, mais le script qui a été mis là est beaucoup plus flexible pour un certain nombre d'horizons. Donc il crée l'objet et puis il met en place le solver. Le solver c'est quoi? Le solver, imaginez le solver, quand vous voyez un peu l'icône, on voit un petit cerveau. Donc on va considérer le solver un peu comme le système en fait qui fait les calculs nécessaires à la simulation. Donc tout type d'objet va avoir son solver. Par exemple, nous allons voir d'autres objets et nous allons voir à chaque fois son solver. Donc ça, c'est un rigid body solver qui est responsable de simuler des objets solides, ou bien des objets rigides. Solide, je ne fais pas cette nuance parce que tout à l'heure nous allons voir la différence entre un objet rigide et un objet solide. Donc Houdini ou bien le script a créé le rigid body solver et ensuite a mis la gravité et puis ce DOP output qui est nécessaire ou pas nécessaire, ça dépend, on peut le créer soi-même ou bien on peut ne pas le créer, ça dépend. Donc ces objets ou bien ces nodes ont été créés pour moi. Ça m'aurait pris du temps pour le faire moi-même, en plus de mettre ensemble ce nombre de paramètres qui auraient également pris aussi du temps. Donc j'ai mon objet rigide qui est créé. Ensuite, je repars sur les ShapTools pour créer maintenant mon ground plane. Je crée le ground plane et puis je vois que mon ground plane intersecte l'objet, donc je vais déplacer le ground plane un tout petit peu pour le mettre un peu plus bas. Donc quand j'ai cliqué sur le ground plane, automatiquement le ground plane a aussi été ajouté à ma simulation. Quand vous voyez les nodes se chevaucher, se nouer comme ça, on appuie tout simplement sur L pour que les nodes s'alignent automatiquement. Parfois, ils s'alignent bien, parfois moins bien. Mais il faut savoir voilà, que l'option existe d'appuyer sur L. Donc, j'ai mon ground object et c'est tout ce dont j'ai besoin pour ma simulation. Donc, dès que je lance play, ma simulation se passe. Et donc, pendant que la simulation se passe, il y a donc un cache qui est en train d'être créé en mémoire. OK? Et donc, cette barre bleue qui me dit que tout ce qui est là a été mis en cache. Donc, je peux faire un scroll pour voir l'animation. Maintenant, si je viens par exemple ici, vous allez voir ça s'est passé un peu plus lentement. Pour ce cas, c'est un objet assez simple. Donc, il remplit le cache automatiquement. Mais si je commets l'erreur d'aller très loin et que la simulation est complexe, on va voir ce qui se passe. C'est que Houdini va prendre le temps. Par exemple, si j'étais ici et que tout de suite là, je fais ça, Houdini va prendre le temps de faire tous les calculs de tous les frames qui sont là jusqu'ici. Donc, ce n'est pas recommandé de sauter sur les frames comme ça, à moins que l'objet ait été mis en cache. Donc, nous venons de voir donc la simulation d'un objet rigide.
Et donc, je réitère, c'est important d'utiliser les Shape Tools tant qu'on peut. Donc, deuxième, nous allons voir également les wires. Les wires, c'est quoi? On va dire wires, c'est des fils, des câbles. Donc, je vais créer je vais supprimer tout ça et je vais créer un line. Je vais créer un geo, j'entre là-dedans et je crée un line, simplement une ligne. Ok, je vais la faire très longue et puis je vais donner beaucoup de segments. Ok, en ce moment j'ai 24 segments. Donc un wire c'est à la base ou basically ça. Ok, juste un fil. Je vais utiliser le transform pour voilà, pour le tordre un tout petit peu. Ok, j'appuie sur M pour pour modifier l'alignement de mon gizmo. Voilà, donc j'ai mon wire qui est là. Et je vais créer d'autres wires en faisant un copy, copy and transform. Donc je vais faire, on va dire 5 copies, je déplace sur Y, et puis je fais roter sur Y également, pour obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'obtiens quelque chose comme ça, et je vais désactiver la visibilité des points. Et donc j'ai un fil, et je viens là sur Wires, et je clique sur, sur Wire Object. Maintenant, quand on veut créer un nouvel objet, on le fait au frame 1 parce que la majorité des nodes qui créent des objets sont paramétrés pour les créer au frame numéro 1. Donc si par exemple je crée un wire ici, je vais voir que Houdini va créer le wire et ensuite il va faire la simulation jusqu'au frame 41. Si ça avait été un objet plus complexe, ça m'aurait pris énormément de temps. Donc, bon bref, c'est recommandé d'être au frame 1 quand on veut créer un nouvel objet. Parce que comme je dis, la majorité des nodes qui créent ces objets sont configurés pour les créer au frame 1. OK? Ou bien au start frame, le frame de commencement de la simulation, qui est en général le start frame qui est ici. Donc ce script veut tout simplement dire que va prendre le start frame du .NET Work dans lequel tu es, ce qui veut dire que si je viens par exemple, je veux mon start frame par exemple au frame numéro 30, je viens avec là-dedans, ce node va automatiquement aller chercher le frame numéro 30 pour commencer la création de l'objet. Ça veut dire qu'entre ici et ici, aucun objet ne sera créé jusqu'à 30. Donc, je vais rentrer par défaut, qui est 1. Donc, je viens donc de créer un wire. Ensuite, je vais toujours remettre mon ground plane. Je clique. Et puis, juste pour, voilà, un peu plus, parce que là, si je fais cette simulation, tac, voilà ce que j'ai des fils qui tombent, rien de très stimulant. Donc, je vais juste mettre une sphère, là, que je vais agrandir un tout petit peu. Et puis, je vais transformer ma sphère en objet statique. Ça, c'est un objet statique, c'est un objet qui n'est pas simulé dans la simulation, mais qui est pris en compte dans les collisions. Donc, je crée mon static object. Et maintenant, si je refais ma simulation, je vois donc le comportement de mes câbles. Ma sphère, je peux la... Je viens d'appuyer sur Y sur le clavier pour changer le gizmo en gizmo de scale. Donc voilà, j'ai ma simulation de fils ou de câbles. Tout aussi simple que ça. Bon, maintenant, je vais voir un comportement un peu si je n'aime pas ce comportement. Et voilà, j'ai ça et je vois cette petite distance. Cette petite distance est tout simplement déterminée par une sorte de distance de collision qui est déterminée par... Pourquoi je viens toujours là-dedans, moi? Qui est déterminé. Je vais faire L pour aligner.
qui est déterminé par ce paramètre. Si je vais sur initial wire object geometry, what am I looking at? Width, qui est déterminé par cette valeur, dont 0,7. C'est en fait donc si je décide par exemple d'afficher le width de cet objet, donc c'est en fait cette distance qui est prise en compte dans les collisions. Et cette distance-là, comme je viens de le dire, est déterminée par cette valeur-ci. Ok. Donc, bon, maintenant, cette vue, voir ce collision object, parfois complique les calculs, ça peut rendre votre animation lente. Donc, quand vous avez fini, c'est bien de décocher. Donc voilà, donc j'ai ma simulation de câbles. Et ce qui est intéressant, c'est que si je trouve que voilà mes câbles ne sont pas aussi fluides que je voudrais, ok. Voilà, si je trouve que c'est un peu trop, si je viens par exemple là, je trouve que voilà ça m'intéresse, ça me plaît pas. Tout ce que je vais faire, c'est que voilà, je viens là, j'augmente un tout petit peu, mais en sachant que voilà, ça va compliquer le calcul aussi un tout petit peu. Donc on le fait et puis voilà. Maintenant, quand je change une valeur comme je viens de le faire tout de suite, vous remarquerez que mon cache cette ligne passe de bleu à orange, tout simplement pour dire que voilà, le cache n'est plus actuel. Les valeurs qui ont créé ce cache ont été modifiées. Donc, si je réanime, ce que je vois, ce n'est plus la conséquence des paramètres actuels, mais d'un cache qui n'a pas été actualisé. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, je viens de créer un wire object. Maintenant, quand je crée un wire object comme celui-ci, il est important de savoir que ce n'est pas la fin en soi. C'est-à-dire que quand Houdini crée ce DOP object et ce DOP object exporte mon objet vers le DOP et ensuite le réimporte après son animation ou après sa simulation telle que définie ici par le fetch geometry ou aller chercher la géométrie depuis le DOP network. Le DOP network qui est spécifié ici et l'objet qu'on doit aller chercher qui est aussi spécifié ici. C'est que maintenant, je peux venir ici et je continue à faire un certain nombre de changements sur mon objet. Par exemple, je peux faire un polywire ici. Un polywire qui va me... Polywire, where are you? Ah, you can see. Polywire. W, polywire. Voilà. Donc le polywire va me créer voilà, un objet solide à partir de ça. Et puis je veux plus de 4 divisions, donc je vais faire quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc il est important donc de noter dans cette situation que ce n'est pas cet objet que je vois qui est simulé, mais la simulation s'arrête ici et à partir de là, c'est une modification que je fais sur mon SOP qui est remis dans les DOPS. Donc quand je fais ma simulation, j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà, plus ou moins ce que je veux. Donc ça c'est un wire object. Je vais tout supprimer et je vais créer un cloth. Le cloth classique, ok, le plus simple, je vais créer une grille que je vais soulever. Ça c'est une simulation très classique. Je vais créer une sphère que je vais poser là et que je vais légèrement agrandir et que ensuite je vais créer un ground plane que je vais poser là. Et bien sûr, quand je prends mon objet et que je crée un cloth object, voilà, j'ai ma simulation. Vous avez noté, j'étais pas plus 1, qui est tout simplement celui-là. Et vous pouvez deviner ce qui se passe. Ma sphère n'est pas prise en compte parce que j'en ai pas fait un static object. Donc je vais sélectionner ma sphère et je vais en faire un static object et puis je vais recommencer ma simulation et voilà. Donc j'ai un cloth, ça c'est le cloth classique. Ok. Ensuite,
qu'est-ce que nous avons comme objet? Nous avons un objet solide. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de faire la distinction entre un objet rigide et un objet solide. Pour l'objet, pour montrer la différence, ok, un objet solide, c'est un objet qui est supposé avoir de la matière à l'intérieur. En 3D, nous savons que les objets sont en général creux, c'est-à-dire quand je crée un cube, les calculs qui sont faits sur ce cube ne prennent en compte que son shell ou une sorte de sa peau. Mais quand je crée un objet solide, le contenant, cet objet est considéré comme contenant quelque chose à l'intérieur et donc se comporte comme s'il y avait de la matière à l'intérieur, comme un objet se comporterait dans le monde réel. Qu'est-ce que je veux dire? Créons un test geometry, on va prendre le squab, le fameux squab de SideFX, ok, qui est là, que je vais déplacer, et ensuite je vais en faire un solid object. Je laisse Houdini créer le solid object. Voilà. Ensuite, je vais créer un ground plane et je vais laisser ma simulation se produire. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que les simulations d'objets solides sont en général plus lentes que les objets rigides parce que tout le contenu de la matière de cet objet est pris en compte. Donc, cet objet est considéré un peu comme imaginez un crabe dans la vie réelle. Un crabe se comporterait de cette façon, ok. Donc, j'obtiens un peu ça. Nous allons nous arrêter là. Nous avons un cache de trucs. Donc, j'ai une simulation comme celle-ci. Je vais aller jusque là. Okay. Donc, quand je joue ça, j'ai ça. Ok. Donc, ça, c'est encore un solid object. Maintenant, si je regarde comment cet objet a été créé, je vois que bien sûr, Houdini a placé un certain nombre de nodes, parmi lesquels le DOP object, celui que je suis en train de voir, qui va en fait aller chercher la géométrie qui est simulée dans le DOPS, ce DOP qui est ici, et aller chercher cet objet, ok, et ensuite me l'apporter ici. Maintenant, il est important de savoir que l'objet que je vois, ok, est différent de l'objet que je simule. Ok, parce qu'en allant dans le DOP Network, et ça c'est une optimisation qui est faite, si je continue à choisir les mauvais nodes, je vois en fait que voici une sorte de version simplifiée de mon squab qui a été créé, ok, qui a été créé avec ce node et qui en fait fait référence, ça c'est un coup de bouton, j'essaie de ne pas rendre trop compliqué, ça, where is that? Voilà. Donc je note ici que l'objet qui est en train d'être déformé, c'est l'objet qui vient dans le DOP import 1 au travers de son entrée numéro 0 ou plus ou moins son entrée numéro 1, qui est exactement celui-là, le DOP import 1 au travers de son entrée numéro 0. Donc cet objet est pris d'ici, est simulé, mais en fait est remis dans la simulation ou bien remis dans le SOP dans ce node. C'est un peu une particularité. Maintenant, dans ma simulation, pour m'arrêter là et ne pas faire trop compliqué, si je me rends compte, comme je viens de le faire, que ma simulation est un peu lente, ok, que ma simulation est un peu lente, yeah, I change something. Je vais faire CTRL Z, je suis pas très sûr de ce que j'ai changé, franchement, j'ai pas envie de ça farfouiller un peu partout. Voilà. Et ça, j'espère que j'ai un doute, tout ce que j'ai dit qui a tout gâté.
J'ai pas envie d'aller farfouiller là-dedans. Désolé. Je vais faire undo. Voilà, jusqu'à avoir un objet qui se simule normalement. Donc je disais tout à l'heure que l'objet qui est donc simulé, c'est en fait cet objet-ci qui est créé ici. Donc, si je vois que ma simulation n'est pas assez rapide et que je peux m'en sortir avec un objet un peu plus moins détaillé, je peux toujours augmenter cette valeur. Ok, Odin il va calculer quelque chose voilà, d'un peu moins compliqué à gérer. Max triangle scale. Let's take it up to something like 5. Voilà, donc ça c'est déjà un peu plus simple. Et donc ma simulation se déroulera alors un peu plus rapidement. Et ça c'est si j'affiche ici. Donc j'ai la simulation qui se passe et un peu plus rapidement que tout à l'heure, parce qu'en fait ce n'est pas l'objet complexe qui est simulé, mais une version simplifiée. Donc ça c'est un objet solide. Maintenant, ce même objet pouvait en fait être un rigid body object, c'est-à-dire que je peux faire ça. Okay. Et en ce moment, si je fais un rigid body object, ok, j'obtiens ça. Et puis je fais une simulation, j'efface le ground plane, j'obtiens plutôt quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, qui est ce qui n'est pas M, voilà, ce moment qui n'est pas solide, mais qui se comporte d'une façon complètement différente. Et ça me permet donc de parler d'un élément très important. En général, les objets, que ce soit les objets statiques ou les objets rigides, quand ces objets sont appelés à faire des collisions, le DOP object qu'il est créé, en fait, crée une sorte d'objet de collision. Et donc, dans ce cas, quel est l'objet de collision qui est créé? On peut le voir en allant sur Show Guide Geometry. Voici en fait l'objet qui est en train d'être simulé en ce moment. Cela explique pourquoi quand je fais une simulation, si je reviens jusqu'ici au moins, j'obtiens quelque chose comme ça. Ok? J'obtiens quelque chose comme ça qui est optimal dépendant de la situation dans laquelle on est, mais qui dans ce cas ne représente, parce que c'est en fait cet objet qui est simulé, et non notre squab que nous avons vu. Et donc nous voyons que c'est une représentation approximative. Ce qui veut dire par exemple que si je viens et que je rôde mon squab par exemple comme ça, j'aurai quelque chose d'assez bizarre. Ok? Peut-être acceptable. C'est-à-dire que si c'est une foule qui contient peut-être 100, 200 de ces objets ou 1000, avoir un collision object aussi simple peut passer. Et maintenant, pour un shot, pour une situation où la caméra est proche de l'objet, très vite, on peut voir dans ces situations que, bien que nous voyons ça, très vite, on peut se rendre compte que, en fait, l'objet qui est simulé, ou bien il y a quelque chose qui se passe avec l'objet qui est pris en compte dans la simulation. Et donc, la nécessité, à chaque fois, de vérifier que l'objet de collision qui est généré est en fait le bon objet pour qui représente ou bien qui représente exactement l'objet qu'on croit être en train de simuler. Donc dans ce cas, ça peut passer, ou bien idéalement, ça devrait être I'm looking at the right object, concave, distant, initial state, this is a packed object.
Un instant s'il vous plaît, je ne veux pas un packed object, je veux un rigid body object. Donc je vais décocher ça, ou bien je vais complètement le bypass. Et je vais créer mon objet moi-même pour illustrer ce que je veux illustrer ici. Rigid body or RBD object. Voilà, je vais plutôt utiliser celui-là. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Subpath. Accept. Eh bien, comme d'hab, un instant s'il vous plaît. Soit j'ai créé une nulle ici. Voilà. Get back there. We reference the null instead. Yep. Use object transform. Yep. Donc en fait, j'ai un objet comme celui-ci. Et si je viens sur mes collisions, je peux voir que dans ce cas, ok, pour un rigid body object, un RBD object et pas un RBD packed object, nous allons voir tout à l'heure ce que c'est qu'un RBD packed object. Voici en fait l'objet qui sera simulé dans ces situations, et ceci illustre mieux ce que je disais tout à l'heure. Donc j'ai ça, et donc j'obtiens une simulation comme celle-ci, et pour mieux voir mon objet qui est en train d'être simulé, j'ai quelque chose comme ça qui représente un peu moins exactement l'objet qui m'intéresse. Donc ici, voilà, yeah, this is what they're using again. Let me use surface. Check this to concave. Yeah. Voilà. Donc, qui est une représentation un peu plus exacte de mon objet. Maintenant, pour un hero shot, pour la caméra est proche de l'objet, ça, ce serait plus indiqué. Mais nous allons remarquer que ça sera simulé un peu plus lentement, mais au moins, ça sera beaucoup plus précis. OK? Donc, ceci pour dire que quand on lance une simulation d'un corps, un RBD object, il est important de s'assurer que l'objet qui est en train d'être simulé, donc le collision geometry de l'objet qui est en train d'être simulé, est en fait une représentation beaucoup plus exacte de l'objet que une représentation approximative comme celle-ci, qui est davantage indiquée quand on a un certain nombre de ces objets et que la caméra est parfois loin de l'objet en question. Nous avons déjà 33 minutes. Donc nous allons arrêter ici pour cette fois et nous allons continuer dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.